On ne peut pas parler de Bertrand du Guesclin sans évoquer son roi Charles V, dont il a juré fidélité et droiture. Charles V, exercice du pouvoir, quatrième partie, année 1371-1372. La campagne de 1371, qui semble promettre de grands événements, n'offre rien de bien remarquable. Pourtant, vers l'automne, le pape Grégoire XI décide d'être médiateur entre les rois d'Angleterre et les rois de France, afin de stopper cette guerre. Mais chacun campe sur ses positions. Édouard III s'en tient au traité de Brétigny de 1360, et Charles V veut récupérer tous les territoires perdus par son père Jean II pour sa libération. Il y aura de bonnes nouvelles, 1371 et 1372 pour le royaume de France. Charles V a un deuxième fils, né le 13 mars 1372, Louis de France, connu sous le nom de Louis Ier d'Orléans. Philippe II de Bourgogne, dit Philippe le Hardi, frère du roi, a un fils prénommé Jean, né le 28 mai 1371, qui deviendra Jean Ier de Bourgogne, dit Jean sans port. Mais la haine entre ces deux fils entraînera des conflits qui ensanglantera la France dans les premiers tiers du XVe siècle, 1407-1435. Parlons maintenant du roi de Navarre. Charles II le Mauvais est assez effacé avant la reprise de la guerre, 200 ans, 1369. Charles V connaît bien son beau-frère, marié à Jeanne de France. Il est l'homme qu'il ne faut pas côtoyer, car il est infidèle dans ses paroles et dans ses actes. Et la guerre est repartie de plus belle. Charles le Mauvais vise toujours à récupérer la Champagne et la Bourgogne. En effet, ces deux comtés lui ont échappé quand Charles V place son frère Philippe le Hardi comme duc de Bourgogne sur la demande de son père Jean II le Bon. Charles V charge Bertrand du Guesclin, son connétable, d'organiser une entrevue à Évreux avec Charles de Navarre. Un traité d'alliance entre les deux royaumes est signé. Premièrement, le roi de Navarre devra renoncer à ses prétentions sur la Champagne, la Brie et la Bourgogne, ainsi que toute alliance avec l'Angleterre. Deuxièmement, le roi de France devra lui octroyer la cession du domaine de la ville de Montpellier. Après la signature du traité, Charles le Mauvais prête hommage libre au roi de France pour toutes les terres et les seigneuries qu'il gère. Charles V, n'ayant aucune confiance en son beau-frère, l'oblige à lui laisser ses deux fils à la cour de France. Question, éducation à la française ou otage? Parlons maintenant d'Écosse. L'Écosse est un allié et sous influence depuis Saint-Louis. David Bruce, roi d'Écosse, décède en 1371. En urgence, on signe un nouveau traité d'alliance entre les deux rois, Charles V, d'un côté pour la France, la campagne de 1372. Cette année 1372 sera d'une très haute importance en événements. D'abord, les Anglais, les choses ne s'arrangent pas. Les deux grands chefs de guerre et tacticiens ne sont plus. Jean Chandos a été tué par Guillaume Boitel, un mercenaire français proche de Bertrand du Guesclin, sur le pont de Lussac-les-Châteaux le 31 décembre 1369. Et le prince noir, affaibli par la dysenterie contractée lors de la première expédition en Castille en 1367 et la mort de son jeune fils, l'incite à rentrer prématurément en Angleterre en janvier 1370. Le conflit tourne alors à l'avantage des Français. Édouard III recherche désespérément des alliances pour contrer Charles V. Mais beaucoup font la sourde oreille. Néanmoins, il rencontre quelques petits succès. Premièrement, dans le nord de la France, sa négociation avec les communes de la Flandre forceront le comte de Flandre, Louis de Malle, de rester dans la neutralité. Deuxièmement, dans l'Ouest, il signe un traité de confédération avec Jean IV de Montfort, duc de Bretagne. Et troisièmement,
dans le sud, il marie ses fils avec les filles du défunt Pierre le Cruel, ex-roi de Castille. Edmond de Langlais, duc de York, quatrième fils, épouse Isabelle de Castille, et Jean de Gand, duc de Lancastre, troisième fils, se marie avec Constance de Castille. Henri II, le roi actuel de Castille, apprend la nouvelle. Il décide de se rapprocher encore plus de Charles V. Il armera sa flotte pour la prêter à la France contre les Anglais, comme au siège de La Rochelle en 1372. Jean de Gand, duc de Lancastre, devient prince d'Aquitaine à la place de son frère le prince noir, retourné en Angleterre. Il doit informer son père des affaires en Aquitaine. Il confie son gouvernement au captal de Bouche. Édouard III décide d'envoyer le duc de Lancastre à Calais avec une lourde armée. Quant au comte de Pembroke, Jean de Hastings, gendre du roi d'Angleterre, il amènera de puissants renforts ainsi que la solde des soldats du Poitou par mer à Bordeaux. Charles V est mis au courant par ses espions. Il décide de renforcer les places fortes en hommes dans le nord et de mettre les habitants à l'abri. Il envoie un messager au roi de Castille pour le prévenir de mettre sa flotte en alerte. Mais le duc de Lancastre ne débarquera pas à Calais car il n'est pas prêt. La bataille de La Rochelle. Par contre, le comte de Pembroke, avec ses navires chargés d'hommes, d'or et d'argent, fait route vers Bordeaux. Arrivé au niveau de La Rochelle, le 23 juin 1372, il est abordé par la flotte castillane, commandée par les amiraux génois Boccanegra et Cabeza de Vaca. Le combat s'engage. Les Castillans ont de plus gros navires et de plus gros canons que les Anglais. L'avantage tourne pour les Espagnols. Les Anglais ont perdu la bataille. Mais aussi, le navire transportant la paye des soldats pour relancer la guerre en Poitou. Des renforts à pied, près de 600 hommes commandés par le captal de Bouche arrivent, mais trop tard, la bataille est terminée. Charles V est aux anges. Aussitôt, il demande à Du Guesclin d'investir un maximum de villes prises par les Anglais et de soumettre la Guyenne, mais surtout le Poitou. Dans son élan de générosité, il lui permet de recruter plus d'hommes. Pour cette expédition, il est accompagné du duc de Berry, frère du roi, du duc de Bourbon, Louis II, ainsi que Pierre II de Valois, comte d'Alençon et du Perche, ainsi que Louis de Sancerre, maréchal de Sancerre, gouverneur de Languedoc, les comtes de Saint-Paul et de Vendôme, ainsi que d'autres seigneurs. Il a avec lui 3000 lances. Moncontour, Vivonne, le château de Mortemart et toutes les autres places du Poitou sont enlevées rapidement. Mais pour Poitiers, c'est différent. Les Anglais ont moins redouté des armes des Français que des révoltes de leurs vassaux, surtout depuis le sac de Limoges de 1370. En effet, le maire et les échevins de la ville de Poitiers demandent au roi de France d'envoyer de toute urgence une armée car les Anglais arrivent. Ils leur feront payer très cher leur attachement à la France, comme pour la ville de Limoges. Du Guesclin et le duc de Berry, ainsi que 300 chevaliers, chevauchent à toute hâte. Il arrive à Poitiers peu avant les Anglais de Thomas Percy. Il renforce la ville. Le siège ne se fera pas. Charles V, pour récompenser le maire de la ville, les échevins et les conseillers, les anoblira, ainsi que leurs descendants et même leurs successeurs. La lente agonie de l'Angleterre. Cette prise est un coup terrible pour le roi d'Angleterre. Les villes de Saint-Jean-d'Angély, d'Angoulême et de Saintes sont vidées de troupes anglaises qui se rendent. Le roi d'Angleterre, voyant toutes ces places, tombe dans une rage et s'écrie: « J'irai si puissamment armé que j'abattrai la puissance de Charles. Je rentrerai en Angleterre tant que je n'aurai récupéré toutes mes terres prises par les Français. » De rage, il arme une flotte de 400 navires, dans lesquels il embarque 300 lances et 10 000 archers.
Direction la Guyenne. Mais les vents sont contraires. La flotte n'avance pas. Elle reste au moins 9 semaines en mer. Le 29 1372, la mer ne devenant pas meilleure, le roi Édouard III, courroucé, renonce à son expédition avec regret. Il licencie son armée. La flotte rentre au port de Southampton. Plus grave, les seigneurs poitevins enfermés dans la ville de Thouars, assiégés par les Français de Bertrand du Guesclin, se rendent, ne voyant pas arriver les renforts. Maintenant, tout le Poitou est aux mains des Français, et les principaux chefs de guerre anglais, ou à la solde des Anglais, sont faits prisonniers. Thomas de Percy, Captal de Bouche et Jean d'Evreux.